Bonjour. On observe un changement vraiment fascinant dans la relation entre les patients et le monde médical. Hmm. On est loin de l'époque où l'on recevait juste passivement des infos. Aujourd'hui, de plus en plus de gens cherchent à comprendre, s'informent. Oui, ils veulent être acteurs de leur santé. C'est ça. Et franchement, c'est une super évolution, non? Des patients informés, impliqués, ça aide pour la prise en charge. Tout à fait. Cette démarche active, elle est précieuse, mais bon, elle s'accompagne aussi de nouveaux outils et parfois de nouvelles complexités. Oui, Après Internet et son flot d'infos pas toujours fiables, on voit arriver un nouveau personnage, quoi. l'intelligence artificielle. Exactement. Les ChatGPT, Gemini et tous les autres, ils sont là, accessibles à tous. C'est fou, hein? Ces IA, elles peuvent brasser une quantité d'infos incroyable en quelques secondes. C'est super tentant de les utiliser pour chercher des réponses sur sa santé. Ah oui, la tentation est grande. Qui n'a jamais eu envie, face à un symptôme un peu bizarre, de demander à la machine «dis-moi ce que j'ai», plutôt que d'attendre le rendez-vous? C'est un potentiel énorme, c'est vrai. Mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de prudence. Utiliser ces outils pour s'informer sur sa santé, oui, c'est possible. Hmm. Mais ça ne s'improvise pas. Il y a des avantages clairs, bien sûr, mais il y a aussi des pièges. Des pièges importants qu'il faut connaître et éviter absolument. Et c'est justement l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Explorer comment on peut utiliser ces IA, mais de manière judicieuse, sécurisée. Voilà, Comment en faire un outil pour mieux s'informer, peut-être, pour préparer une consultation, sans jamais tomber dans le panneau de les prendre pour un médecin virtuel? c'est ça. Transformer l'outil en opportunité, pas en risque. Bon, alors, pour commencer cette exploration, parlons de la base. Comment on dialogue avec ces IA? On entend souvent le mot prompt. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors le prompt, c'est vraiment le point de départ, essentiel. Ce n'est pas juste une question qu'on lance comme ça, c'est une instruction, une consigne précise qu'on donne à l'IA. Il faut imaginer qu'on la guide en fait. D'accord. L'analogie de la recette de cuisine, elle marche assez bien, je trouve. Si vous demandez à un cuisinier «fais-moi à manger», bon courage, le résultat sera imprévisible. Oui, on risque d'être surpris. Voilà. Par contre, si vous lui donnez une recette détaillée étape par étape avec les ingrédients, les quantités, là vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous vouliez. C'est un peu le fameux principe garbage in, garbage out, non? Si on donne des instructions un peu nulles ou confuses. Et la réponse sera nulle ou confuse. C'est exactement ça. La qualité de ce que sort l'IA dépend directement de la qualité de ce qu'on y met, du prompt. D'accord. Si l'instruction est vague, mal formulée, ou si elle demande un truc impossible à l'IA, comme poser un diagnostic, la réponse sera au mieux inutile, au pire carrément trompeuse ou anxiogène. Oula, oui. Donc la clarté, la précision, c'est crucial, surtout quand on touche à la santé. Ok, le prompt, c'est la clé. Mais formuler une bonne instruction pour une question de santé, ça peut faire un peu peur, non? Comment on fait, concrètement, pour avoir une info utile sans se mettre en danger? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle parfois l'ingénierie de prompt, mais on va simplifier ça pour un usage patient. Il y a en gros 5 éléments importants à avoir en tête quand on écrit son instruction. 5 éléments? D'accord. Premièrement, il faut bien définir le rôle qu'on attend de l'IA. On peut lui dire par exemple agis comme un vulgarisateur scientifique ou comporte-toi comme un assistant qui résume les informations de santé publique. Ça cadre les choses dès le début. Je vois. On lui donne un job. C'est un peu ça. Deuxièmement, donner du contexte. Mais alors là, attention, point hyper important. Contexte général et anonyme. Ah oui, ça c'est crucial. Jamais d'infos personnelles identifiantes. On peut dire pour une personne de 65 ans environ, ou chercher des infos sur les symptômes généraux de telles conditions, mais on ne décrit jamais sa propre situation médicale détaillée. Jamais. Ok, pas de... Moi j'ai ça et ça. Surtout pas. Troisièmement, être très précis sur la tâche. Au lieu de juste «parle-moi du diabète», on dira «explique-moi ce que signifie le terme médical neuropathie diabétique» ou «liste les questions pertinentes que je pourrais poser à mon médecin concernant la prévention du diabète de type 2». C'est beaucoup plus ciblé. Oui. Quatrièmement, on peut préciser le format ou le ton qu'on veut. Du genre «explique ça en langage simple, facile à comprendre», «fais une liste à puces», «utilise un ton neutre».
Pratique ça. Et cinquièmement, c'est une précaution vraiment essentielle, rappeler explicitement les limites de l'IA. C'est très utile d'ajouter une phrase type «Je sais que tu es une IA et pas un médecin. Tu ne peux pas donner de diagnostic ni de conseil médical personnalisé. Mon but est d'avoir des infos générales pour préparer ma discussion avec mon médecin». Ah, c'est pas mal ça. Ça la remet à sa place en quelque sorte. Exactement. Cette simple phrase, ça l'incite à rester dans un cadre informatif et pas médical. Ça change pas mal de choses. C'est fascinant de voir qu'on a autant de manettes pour guider la machine. Pour rendre ça plus concret, on pourrait peut-être écouter quelques exemples. Oui, bonne idée. Imaginons 4 personnes. Adam, Sophia, Olivia et Noah. Ils utilisent tous une IA pour une question de santé. Commençons par Adam, qui y va assez directement. J'ai ChatGPT, j'ai mal au dos depuis une semaine. Qu'est-ce que ça peut être? Le mal de dos peut avoir de nombreuses causes, allant de la simple fatigue musculaire ou d'une mauvaise posture à des problèmes plus sérieux comme une hernie discale, de l'arthrose ou plus gravement une infection ou un problème rénal. Il est fortement recommandé de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis. Bon, là, on voit tout de suite le problème, hein. Le prompt d'Adam, il est hyper court, très vague, mal au dos, et surtout, il demande un diagnostic, même si c'est implicite. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est clair. L'IA, elle ne connaît rien d'Adam. Son âge, son boulot, ses antécédents, le type exact de douleur. Rien. Donc elle ne peut que sortir une liste fourre-tout. Une liste qui va du petit bobo au truc grave. Voilà. Et ça n'aide pas Adam. Au contraire, ça risque surtout de lui faire peur pour rien, de générer de l'anxiété sans lui donner la moindre info utile pour sa situation. C'est le genre de réponse qui peut faire paniquer, oui. Voyons maintenant comment Sophia s'y prend. Elle a l'air plus méthodique. Voix de Sophia. IA, agis comme un informateur de santé publique, s'il te plaît. Pourrais-tu me lister, en langage simple et sous forme de points, les causes les plus fréquentes de douleurs dans le bas du dos, lombaire, chez les adultes entre 40 et 50 ans? Peux-tu aussi me suggérer 3 ou 4 questions générales et pertinentes que je pourrais poser à mon médecin à ce sujet lors de ma prochaine consultation? Important, je ne cherche pas un diagnostic ni un conseil personnel, juste de l'information générale pour préparer ma visite. Bien sûr. Voici les causes fréquentes de douleurs lombaires chez les adultes de 40-50 ans, présentées simplement. 1. Tension musculaire ou entorse ligamentaire, souvent due à un effort soudain, un faux mouvement ou une posture prolongée. 2. Problème de disque intervertébral. Le disque peut s'user, discopathie, ou sortir de son logement, hernie discale, comprimant parfois un nerf. 3. Arthrose lombaire. L'usure des articulations de la colonne vertébrale peut commencer à provoquer des douleurs dans cette tranche d'âge. Voici quelques questions générales à discuter avec votre médecin. 1. Quel type d'examen pourrait être utile pour identifier la cause de ma douleur? 2. Existait-il des exercices spécifiques ou des étirements recommandés pour soulager ce type de douleur? 3. Quels sont les signes qui devraient m'alerter et m'inciter à consulter plus rapidement? Ah ouais. La différence est juste énorme. Carrément. Sophia, elle a tout fait. Cadrer le rôle, donner le contexte général, l'âge, préciser la tâche, lister causes, suggérer questions, le format, simple, point, et surtout rappeler les limites. Et du coup, la réponse est structurée, elle est informative et elle pointe vers l'action la plus importante. Préparer la consultation avec le médecin. C'est ça. Elle utilise l'IA comme un assistant de recherche, en fait, pour l'aider à mieux discuter avec son médecin. Exactement. Elle ne lui demande pas de faire le boulot du médecin Adam, lui sans le vouloir, met l'IA dans cette position impossible et dangereuse du médecin virtuel. Ce qui nous amène tout droit au risque. Parce que bon, utiliser ces IA pour la santé, même juste pour de l'info générale, c'est pas anodin. Quels sont les garde-fous indispensables? Les trucs à vraiment avoir en tête. Ils sont cruciaux, oui. Le premier, la règle d'or absolue, c'est de graver ça dans le marbre, hein. L'IA n'est pas un médecin. Point. Ok. Elle n'a ni la formation, ni l'expérience clinique, ni la responsabilité légale et éthique d'un pro de santé. En France, comme presque partout, le diagnostic, la prescription, ce sont des actes médicaux hyper encadrés. Essayer d'obtenir ça d'une IA, c'est illusoire et ça peut être dangereux. Donc, pour être hyper clair, cherchez à comprendre un terme médical. C'est quoi une scintigraphie? Ok. Lister des questions générales à poser? Oui. Avoir des infos sur le fonctionnement général d'un type de traitement? Pourquoi pas? Oui. Mais demander, est-ce que je dois prendre ce médicament ou mon symptôme X c'est grave, docteur IA? Là c'est non. Interdit.
Absolument non. On peut même, et ça c'est une utilisation intéressante, lui demander de vulgariser un compte-rendu médical qu'on a reçu, pour mieux le comprendre. Ah oui, Mais attention, condition impérative, il faut d'abord avoir anonymisé ce compte-rendu. C'est-à-dire enlever tout nom, date, numéro d'identification et tous les détails très spécifiques qui permettraient de reconnaître la personne. d'accord. L'objectif, c'est juste de comprendre le jargon, pas d'avoir un avis sur son cas perso. C'est ça. Écoutons Olivia, justement. Elle utilise l'IA pour préparer un échange avec son médecin. Ok, IA, aide-moi à préparer ma consultation. Mon médecin envisage un traitement pour mon hypertension artérielle. Peux-tu me lister en te basant si possible sur des informations issues de sources fiables comme amélie.fr ou le manuel MSD grand public, les questions importantes que je pourrais poser à mon médecin concernant les effets secondaires généraux et le suivi nécessaire pour ce type de médicaments antihypertenseurs. Je veux juste préparer mes questions. Voilà, ça c'est une démarche tout à fait pertinente. Olivia ne demande pas à l'IA si elle doit prendre le traitement ou quels seront ses effets secondaires à elle. Non. Hmm, Elle cherche à identifier les bonnes questions à poser pour avoir une discussion éclairée avec son médecin. Elle utilise l'IA pour renforcer le dialogue médical, pas pour le remplacer ou le court-circuiter. d'accord. Et les autres risques alors? Il y en a d'autres et ils sont majeurs. Le deuxième, c'est la confidentialité des données. Je le redis, il ne faut jamais, au grand jamais, mettre d'informations médicales personnelles et identifiantes dans un chatbot grand public. Genre mes symptômes précis, mon nom, mes résultats d'analyse? Exactement. Ces systèmes, ils ne sont en général pas conçus pour garantir la sécurité et la confidentialité qu'exigent les données de santé, le RGPD en Europe, IPA aux États-Unis. Le risque de fuite ou d'utilisation de ces données sensibles à d'autres fins, il est bien réel. C'est un avertissement super important ça. On ne balance pas son dossier médical sur un outil public. Quels autres pièges? Un troisième risque, c'est ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. C'est un terme un peu étrange, mais ça veut dire que parfois, l'IA peut générer des informations qui ont l'air tout à fait plausibles, bien écrites, logiques, mais qui sont complètement fausses. Ah ouais, elle invente. Elle invente des faits, des études, des recommandations. En santé, une fausse information qui a l'air crédible, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, il faut impérativement garder son esprit critique et toujours essayer de vérifier une information importante auprès de sources de fiables. Ok, méfiance. Autre chose? Quatrièmement, le risque des biais. Les IA, elles sont entraînées sur des tonnes et des tonnes de textes et de données qui viennent d'Internet. Oui. Reflètent déjà des biais qui existent dans la société ou dans la recherche médicale, par exemple. On sait que les femmes ou certaines minorités sont parfois sous-représentées dans les essais cliniques. Eh bien, l'IA peut hériter de ces biais et même parfois les amplifier. Du coup, ces réponses pourraient être moins bonnes pour certaines personnes. C'est ça. Moins pertinente, moins fiable pour certaines populations. C'est un vrai sujet. Et enfin, un cinquième risque, peut-être plus sournois, celui de retarder une consultation médicale nécessaire. Ah bon? Comment ça? À force de chercher des infos, de se perdre dans toutes les possibilités que l'IA peut évoquer, on risque de perdre un temps précieux, un temps pendant lequel une vraie prise en charge médicale aurait pu être lancée et faire la différence. C'est contre-intuitif ça. On pense que s'informer, ça pousse à agir. Mais là, ça peut être l'inverse. Écoutons justement ce qui est arrivé à Noah. Voix de Noah. Je me sentais vraiment fatigué et j'avais des palpitations depuis quelques jours. J'ai demandé à Inia ce que ça pouvait être. Elle m'a sorti une liste de trucs possibles, allant du stress à des problèmes cardiaques assez flippants. Depuis une semaine, je suis complètement angoissé. Je passe mon temps à chercher encore plus d'infos sur Internet pour essayer de comprendre. Et je n'ai toujours pas pris rendez-vous chez le médecin. Je suis comme paralysé par ce que j'ai lu. Voilà, c'est exactement ça, le danger. L'IA a balancé à Noah une liste de diagnostics potentiels sans aucun filtre, sans contexte clinique. Résultat, ça a déclenché une anxiété énorme qui, au lieu de le pousser à consulter, l'a complètement bloqué. C'est dingue, cet effet paradoxal. Mais c'est fréquent, donc le message doit être hyper clair. Face à des symptômes qui sortent de l'ordinaire, qui persistent ou qui inquiètent, le réflexe numéro 1 essentiel, ça reste de consulter un professionnel de santé. L'IA ne doit jamais être une excuse pour repousser cette étape. Jamais. Ok, prudence, prudence, prudence. Mais alors, si on décide quand même d'utiliser l'IA pour s'informer, en connaissant les risques, comment on peut essayer d'améliorer la fiabilité de ce qu'elle raconte? Comment la nourrir avec des sources plus sûres?
La démarche la plus sûre, elle commence par l'utilisateur lui-même en fait. Avant même de poser la question à l'IA, c'est essentiel de savoir où trouver soi-même de l'information médicale fiable. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que dit l'IA, il faut garder son esprit critique. D'accord, donc connaître les bons sites d'abord. Exactement. Et en France, on a la chance d'avoir de très bonnes sources institutionnelles. Il y a santé.fr, le portail du ministère. Il y a amélie.fr, le site de l'assurance maladie, qui est une mine d'or d'infos pratiques. Oui, très complet, Amélie. Et il y a Santé publique France pour tout ce qui est prévention, épidémio. La Haute Autorité de Santé, la HAS, pour les recommandations de bonnes pratiques. L'ANSM pour les médicaments. L'Institut national du cancer, l'INCa. Ok. Et puis des sources comme l'INSERM pour la recherche, l'Institut Pasteur, et des références comme Vidal.fr pour les médicaments ou le manuel MSD version grand public. Ça, c'est du solide. Et pour nos auditeurs en Belgique, il y a des équivalents? Oui, bien sûr. Il y a masanté.be, le portail fédéral, santé.belgique.be, le site du SPF Santé publique, l'INAMI pour l'assurance maladie, le Centre belge d'information pharmacothérapeutique, CBIP pour les médocs, et Sciences Anno pour la recherche en santé publique. Ce sont aussi d'excellentes références. On entend souvent parler de Wikipédia pour chercher une info rapide et aussi du manuel MSD. C'est comment, niveau fiabilité santé, ces deux-là? Ce sont deux outils très différents. Wikipédia, c'est collaboratif, généraliste. Pour la santé, c'est souvent un bon point de départ pour dégrossir vite fait un sujet, comprendre les bases. Mais Mais la fiabilité est variable. N'importe qui peut modifier une page, même s'il y a des contrôles. Donc il faut absolument vérifier ailleurs, croiser les sources. Le manuel MSD, Merck Manual aux États-Unis, dans sa version grand public, lui, il est écrit et révisé par des milliers de médecins et d'experts. ah oui, là, c'est du lourd. C'est une référence scientifique très fiable. Par contre, c'est plus dense, parfois plus technique que Wikipédia. L'idéal, souvent, c'est peut-être de commencer large avec Wikipédia ou un moteur de recherche, puis d'aller creuser et vérifier sur les sites institutionnels ou une référence comme le manuel MSD. D'accord. Logique. Mais revenons à l'IA. Est-ce qu'on peut lui dire à l'IA, utilise les infos de amélie.fr pour me répondre? Est-ce qu'on peut la forcer à piocher dans ses bons sites? Alors, la forcer, non. Pas vraiment comme on choisirait un site dans son navigateur. L'IA, elle fonctionne surtout à partir de l'énorme base de données de texte sur laquelle elle a été entraînée. Et cette base, elle n'est pas forcément à jour ou complète pour chaque site web spécifique. Ok, donc c'est pas si simple. Fiable pour répondre. C'est la moins garantie. L'IA peut tenter, mais ça dépend si elle connaît bien ce site. Hmm. Deuxième technique. Deuxième technique, c'est de lui demander de faire une recherche ciblée. Mais ça ne marche que si l'IA est connectée à Internet et à une fonction de recherche, ce qui est le cas de certains modèles récents. On peut dire «Cherche sur le site de la AS les dernières recommandations concernant». Là, elle va activement essayer de trouver l'info sur le site demandé. C'est déjà mieux. Et la troisième. Vous avez dit qu'il y en avait trois. La troisième, et c'est sans doute la plus fiable et aussi la plus intéressante, je trouve, c'est de fournir soi-même le contenu fiable à l'IA. Ah, comment ça? Vous trouvez un paragraphe qui vous semble pertinent sur santé.fr, amélie.fr ou le manuel MSD. Vous le copiez et vous le collez dans votre prompt en disant à l'IA «Voici un extrait de source fiable, point, point, point. Peux-tu me résumer ce passage en langage simple ou peux-tu m'expliquer ce terme à partir de ce texte?» Ah, c'est malin ça. Ce qui est fascinant avec cette méthode, c'est qu'elle remet l'humain au centre. C'est l'utilisateur qui fait le boulot crucial. Identifier la source fiable. L'IA, elle n'est plus utilisée comme une source d'infos potentiellement douteuse, mais comme un outil intelligent pour traiter, résumer, expliquer, simplifier une information que vous avez déjà validée comme fiable. C'est un changement de perspective, en effet. Très intéressant. Bon, et maintenant, venons-en à une situation très concrète et qui arrive de plus en plus, j'imagine. Un patient arrive en consultation et dit docteur, j'ai regardé sur une IA et elle pense que j'ai ça ou que je devrais faire tel examen. Comment on gère ça, côté patient et côté médecin? Là, on touche au cœur de la nouvelle relation patient-médecin, non? Ah oui, on est en plein dedans. C'est un point absolument crucial. La première chose, je pense pour tout le monde, patient et médecin, c'est de ne pas voir ça comme une confrontation ou une remise en cause de l'expertise médicale. Hmm. Au contraire, ça peut être vu comme le signe d'un patient qui s'engage, qui cherche à comprendre, qui veut participer. Et ça, c'est une super base pour démarrer la discussion.
dans cet esprit de collaboration dont on parlait au début. D'accord. Pas le prendre mal ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Pour le patient, l'idéal, c'est d'aborder ça ouvertement, calmement. Docteur, j'ai utilisé un outil d'IA pour essayer de mieux comprendre mes symptômes, et voilà ce qui en est ressorti. Bien sûr, je ne prends pas ça pour un diagnostic, mais j'aimerais bien avoir votre avis et qu'on en discute. Présenter ça comme une base de discussion, pas comme une conclusion. C'est ça, partager son cheminement, ses questions. Et du côté du médecin, la meilleure réaction, c'est d'accueillir ça avec ouverture, d'écouter ce que le patient a trouvé, pourquoi ça l'a interpellé, Et ensuite, et ensuite utiliser son expertise médicale pour analyser cette information. La valider si elle est juste, l'invalider en expliquant pourquoi elle est fausse dans ce cas précis, la nuancer, la remettre dans le contexte unique du patient. C'est une occasion en or de faire de l'éducation thérapeutique, d'expliquer son propre raisonnement médical et au final de renforcer la confiance. voir ça comme une opportunité d'échanger en fait. Exactement. Et c'est aussi le moment de rappeler, encore une fois, le rôle de chacun. L'IA a pu aider le patient à poser des questions, à identifier des pistes, à comprendre des mots compliqués, ok. Mais l'évaluation clinique, le diagnostic, le choix des examens, la décision du traitement, ça reste entièrement et exclusivement la responsabilité du professionnel de santé en dialogue avec son patient. L'IA reste un outil au service de la discussion. Voilà. Un outil dans la collaboration, mais certainement pas un troisième acteur qui décide à la place des deux autres. C'est une vision très équilibrée et constructive. Si on devait résumer alors les messages clés pour une utilisation vraiment avisée de l'IA par les patients, les points à retenir. Alors, d'abord voir l'IA comme un assistant d'information. Puissant, oui, mais à utiliser avec une très grande prudence. Jamais comme un oracle médical. Ça, c'est le point de départ. Ok. Ensuite, soigner ses prompts. Oui, être précis dans sa demande, donner un contexte général et anonyme, demander un format clair et toujours rappeler les limites de l'outil. Et la règle d'or absolue, on le redit, jamais pour un diagnostic, un avis médical personnalisé ou une prescription. C'est la ligne rouge infranchissable. Infranchissable. Et corollaire, protéger à tout prix ses données de santé personnelle. On ne les partage pas avec ces outils grand public. C'est non négociable. Très clair. Quoi d'autre? Cinquièmement, rester critique face aux réponses. Se méfier des erreurs, des hallucinations, des biais. Toujours essayer de vérifier les infos importantes auprès de sources fiables qu'on connaît. Et sixièmement, le point sur le délai. Oui, c'est vital. Ne jamais laisser ses recherches sur l'IA retarder une consultation si on a des symptômes qui inquiètent. Le médecin reste l'interlocuteur numéro 1. Et enfin, connaître les bonnes sources médicales, sites officiels, etc. et utiliser l'IA pour mieux les comprendre ou préparer ses questions pour le médecin. Pas pour remplacer ce dialogue. C'est ça, je crois qu'on a l'essentiel. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir un peu la réflexion. Allez-y. Si on arrive collectivement, patients, médecins et même les concepteurs d'IA, à bien encadrer ces usages, à maîtriser les risques dont on a parlé, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un futur où cette utilisation responsable de l'IA par des patients bien informés viendrait non pas concurrencer, mais au contraire enrichir la collaboration avec leurs médecins et au final améliorer vraiment la qualité de leur parcours de soins? C'est une perspective stimulante pour l'avenir, effectivement. Merci infiniment pour cet éclairage très complet et tous ces conseils pratiques. On espère que cette exploration aura donné quelques clés pour naviguer avec plus de confiance et de discernement dans l'utilisation de l'IA pour l'information de santé. Merci de nous avoir suivis